Épisode 97, trouver un logement en France, le parcours du combattant. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ou plutôt on est ravis parce que je ne suis pas seul, je suis en compagnie d'Ingrid. Salut. Alors, comme vous l'avez entendu, aujourd'hui on va parler de logement et on a envie de tester un format un peu différent. Pas vraiment un format d'interview, mais plutôt une sorte de conversation, si possible naturelle. Et ça tombe bien parce qu'Ingrid, en ce moment, tu recherches un logement, donc tu vas pouvoir partager avec nous tes expériences. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux dire aux auditeurs pourquoi tu cherches un logement en France ? Eh bien, parce que je suis arrivée en France il n'y a pas longtemps. Donc, pour ceux qui m'avaient écouté dans l'interview qu'on avait faite, j'étais au Pérou avant, j'ai beaucoup voyagé, mais ça y est, retour en France. Donc là, j'ai décidé de m'installer, pas forcément définitivement, au moins pour quelque temps, à Toulouse. Oui, et pour le titre de cet épisode, on a choisi le parcours du combattant. Alors, il faut que j'explique cette expression. Le parcours du combattant, vous savez, c'est par exemple quand les militaires, les soldats s'entraînent, ils ont un parcours avec différents obstacles, différentes difficultés, le parcours du combattant, et on utilise cette expression avec un sens figuré pour décrire un processus qui est difficile, qui a des obstacles. Et nous, en tout cas Ingrid et moi, d'après nos expériences personnelles, on considère que trouver un logement en France, ça peut être un parcours du combattant. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs pourquoi ? Alors, c'est une bonne expression pour ce contexte en particulier parce que, justement, comme tu l'as dit, un parcours du combattant, on imagine quelque chose avec beaucoup d'étapes. Donc, il faut d'abord passer cette première épreuve et puis quand on l'a réussi, on passe à la suivante, etc. Et c'est vrai que c'est un peu ça parce que entre la concurrence qu'il y a pour réussir à trouver la perle rare, tous les logements qui sont pas forcément salubres, donc qui sont insalubres, ça veut dire qu'ils sont pas sains, qui peuvent avoir des défauts qui font que, je sais pas, les murs, par exemple, sont pleins d'humidité, enfin, expérience personnelle, ou des choses qui font que c'est pas des logements qui sont bien pour être occupés. Puis après, il faut attaquer à l'administratif, etc. Donc oui, il y a beaucoup d'étapes et à chaque étape, on peut complètement être démoralisé ou on peut être bloqué en fait. D'ailleurs, peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont déjà passés par ce parcours du combattant, si vous avez vécu en France, ou alors peut-être que ce parcours du combattant vous attend, si vous avez le projet de déménager en France pour faire vos études ou pour un nouveau travail. Donc, on s'est dit que ça serait une bonne idée de partager nos expériences avec vous et nos conseils, les choses à savoir si vous cherchez un logement en France, les documents qu'il faut préparer, les pièges à éviter, etc. Mais avant de vous parler de tout ça, je voudrais faire un petit rappel en disant qu'en France, il y a 300 000 personnes qui vivent dans la rue, 300 000 personnes qui n'ont pas de logement, qu'on appelle les SDF, les sans domicile fixe. Donc voilà, on voulait juste rappeler ce chiffre pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Oui, ça peut être difficile de trouver un logement en France, mais ces difficultés sont incomparables, elles n'ont rien à voir avec celles des personnes qui sont obligées de vivre dans la rue. Oui, c'est sûr qu'on parle du cas des personnes qui ont les possibilités de se loger et c'est sûr que après le cas des SDF et des difficultés à se loger pour les personnes qui sont en extrême pauvreté, c'est carrément un autre sujet et qu'on ne va pas oser comparer à nos situations personnelles avec les privilèges qu'on peut avoir de travailler et d'avoir accès au logement. Et aussi, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir comparer ça avec nos expériences à l'étranger parce que toi, tu as vécu
assez longtemps au Pérou et dans d'autres pays en Amérique latine. Moi, j'ai vécu à Londres et en Pologne et on a pu observer qu'il y a certaines spécificités françaises qui ont des bons et des mauvais côtés et dont on va pouvoir vous parler dans cet épisode. C'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que tu te souviens du premier appart que tu as loué ? Oui. Alors moi, donc j'avais raconté pour ceux qui avaient suivi que quand je suis allée en prépa, j'ai eu la chance de pouvoir vivre dans un internat. Donc un endroit qui était pour les étudiants, mais c'est pas vraiment un logement, c'est pas vraiment un appartement. Mais par contre, la première fois que j'ai cherché un vrai appartement, c'est-à-dire que j'ai dû faire ce que je suis en train de faire maintenant, savoir où est-ce que je veux aller, faire des papiers, visiter, etc. C'était à Paris, juste avant mon master de journalisme. Et donc, je voulais absolument être dans un quartier de Paris en particulier, le quartier où j'avais été en prépa, où du coup il y avait tous mes amis qui étaient là-bas, etc. Et qui reste mon quartier préféré, donc autour de Montmartre, à Lamarque-Caulaincourt, plus exactement. Et c'est le 18e. Ouais, c'est ça, c'est le 18e. Donc, moi, je suis sûre que ceux qui ont visité Paris sont allés et doivent connaître. Ou si vous cherchez des photos, Lamarque-Caulaincourt, c'est très cliché à Paris. Mais ça restait un endroit qui était assez accessible. Donc, moi, j'avais pas beaucoup de moyens. Donc, évidemment, je cherchais la fameuse chambre de bonne. Donc, une chambre de bonne, c'est un logement qui est très spécifique à Paris, peut-être certaines autres grandes villes, je sais pas, de France, mais en tout cas, qui sont une spécificité des immeubles haussmanniens. Donc, c'est le type d'immeuble qu'il y a dans Paris où le dernier étage était avant réservé pour l'employé. Et donc, c'est des logements qui sont sous les toits. Donc, avec le toit, le plafond qui n'est pas droit et en général, c'est tout petit. Donc, beaucoup d'étudiants à Paris logent dans ce genre d'endroit. Donc, une bonne, c'était une domestique. C'est un mot un peu familier qu'on n'utilise plus maintenant, mais à l'époque, ça désignait une domestique, donc une personne qui faisait le ménage, la cuisine pour les familles bourgeoises. Et ces personnes-là dormaient au dernier étage des immeubles. Donc, c'est pour ça que ces chambres s'appelaient les chambres de bonne. C'était les chambres pour les domestiques. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire que ce sont de bonnes chambres, mais au contraire, en général, c'est pas les meilleurs logements dans les immeubles haussmanniens. Donc au final, j'ai trouvé la perle rare, selon moi. C'était un endroit génial qui n'était même pas sous les toits, qui était dans un tout petit immeuble, 15 mètres carrés. Seulement un studio avec une mini kitchenette et selon moi c'était un très bon plan parce que c'était pas si cher, ça devait coûter presque 600 €, les 15 mètres carrés, c'était très bien pour moi. Et puis finalement je me suis rendu compte par la suite en y vivant que c'était un bon prix parce qu'il y avait du coup des problèmes d'humidité, etc. Donc par la suite ça, mais je l'adorais quand même. Et toi tu te souviens la première fois que tu as cherché un logement ? Ouais, donc moi aussi, c'était à Paris. Pour ma première année en école de commerce. Et mon objectif, c'était d'être pas trop loin de l'école. Et malheureusement, mon école était située dans un arrondissement qui est plutôt cher maintenant, donc le 11e arrondissement, qui n'était pas trop cher jusqu'au début des années 2000, mais ensuite, il s'est gentrifié très rapidement, devenu très à la mode. Donc, les logements dans le 11e, pour moi, c'était inaccessible. C'était au-dessus de mon budget. Mais j'ai trouvé un petit appartement dans le 20e arrondissement, donc qui est à côté du 11e. Et c'était à 30 minutes de l'école, porte à porte. Donc, quand on dit porte à porte, ça veut dire la durée du trajet vraiment entre le moment où vous quittez l'endroit où vous êtes et le moment où vous arrivez. Donc, d'une porte à l'autre, porte à porte. Qui était dans le 20e, donc à la limite du périphérique, station Porte de Montreuil. Et, ça va.
C'est bien, porte de Montreuil. Ouais, bon, maintenant, c'est un peu plus, ça a un peu meilleure réputation, mais bon, à l'époque, mais moi, en plus, je connaissais très mal Paris, donc je me rendais pas compte vraiment de ce que c'était que ce quartier. Bon, bah, pour vous dire, à gauche de mon immeuble, il y avait un kebab et à droite, un kebab aussi. Donc voilà, beaucoup de kebabs dans la rue, de McDonald's, etc. Mais bon, En général, les portes de Paris, c'est la limite entre, et c'est un lieu de passage avec le périphérique à côté. Donc, c'est rarement, il y en a qui sont vraiment, vraiment horribles. Donc, t'étais un peu dans un entre-deux, on va dire. Ouais. C'est pas c'est pas la pire porte, mais je sais pas si c'est C'est une porte quand même. Ouais, mais ça reste une porte, exactement. Mais bon, c'était un quartier très vivant, très cosmopolite, donc c'était assez sympa. Et moi, j'avais trouvé sur le site du Crous. Alors ça, c'est un conseil s'il y a des étudiants qui nous écoutent. Le Crous, c'est une institution qui s'occupe des étudiants et notamment des étudiants qui n'ont pas de gros moyens financiers. Et sur le site du Crous, vous pouvez trouver des logements où les loyers sont limités. Donc, par exemple, vous pouvez trouver des logements à 400 € à Paris, ce qui est vraiment une très bonne affaire, parce que sinon, pour les appartements, c'est plutôt... Pour les studios, c'est vrai qu'en dessous de 700 €, c'est assez difficile de trouver quelque chose. Donc oui, vous avez à la fois des logements dans des résidences étudiantes, donc vous avez une chambre ou un petit appartement dans une résidence étudiante, mais il y a aussi des particuliers, autrement dit des propriétaires privés, qui peuvent louer leur appartement sur le site du Crous. Vous avez vraiment pas mal d'annonces et vous pouvez aussi, en juillet, en général, c'est là qu'ils ouvrent qu'ils acceptent les candidatures. Donc, vous pouvez déposer votre candidature pour obtenir un logement auprès du Crous. Et voilà, moi, j'avais trouvé mon appartement comme ça. C'était une propriétaire et j'avais pris l'appartement avant même de l'avoir visité parce que j'étais vraiment content d'avoir trouvé quelque chose. Je crois que c'était 550 € le loyer pour 20 mètres carrés. Donc, pour Paris, je me disais, ah, c'est énorme, 20 mètres carrés. Mais bon, ça reste petit. J'avais quand même une cuisine séparée, un salon, une salle de bain. Donc voilà, c'était pas mal. Bah, c'est bien. Mais c'est vrai que quand on part après de Paris, on se rend compte, on se dit, mais comment j'ai fait pour penser que 20 mètres carrés, c'était énorme ou pour penser que 15 mètres carrés, ça va. C'est Pas sûr, du tout. c'est sûr. Mais effectivement, c'est vrai qu'à Paris, en fait, les gens vivent beaucoup à l'extérieur. Donc, je sais pas si c'est parce que les appartements sont tellement petits qu'on est très vite claustrophobe et voilà, on n'a pas envie de rester chez nous, ou parce qu'il y a une énorme offre culturelle, de divertissement, gastronomique. Mais bon, c'est vrai qu'on passe assez peu de temps chez nous, finalement. Et en tout cas, quand on est étudiant, on va en cours, on voit ses amis, on fait la fête. Donc voilà, même si on a 15 Oui, mètres c'est sûr carrés, que... Ouais, quand on est étudiant, ça suffit. En tout cas, on se dit que ça suffit et on vit vraiment dehors. Et c'est vraiment un bon plan, ça, le Crous. C'est vrai que pour les étudiants, il y a pas mal de solutions auxquelles j'ai pu accès maintenant. Mais si vous êtes étudiant, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi j'avais des copines, une copine qui vivait avec un moment une famille ou une personne âgée. Donc, je ne saurais plus exactement les sites, mais si vous cherchez sur Google ou même sur les sites gouvernementaux, il y a beaucoup de sites différents en fait qui proposent à des étudiants de vivre avec des personnes âgées. Alors parfois, il faut faire les courses une fois par semaine ou il faut leur tenir compagnie, des choses comme ça. Après, il y a des foyers aussi. Je ne sais pas si tu as entendu parler des foyers. Moi, je me souviens que j'avais quelques camarades. Donc parfois, c'est des foyers religieux, des foyers pour jeunes filles. Bon, vous voyez, il y a plusieurs formules. Il y en a certains qui coûtent cher d'ailleurs. Je me rappelle que ça m'avait étonnée. Je me suis dit, pourquoi on va payer autant pour être dans un foyer? Mais il y a beaucoup d'options différentes et ça, il faut voir au cas par cas, suivant les quartiers, etc. Donc un foyer, c'est un peu comme une sorte de résidence, c'est ça. Et les gens ont des chambres, non? Plutôt que des appartements. Ouais, c'est ça. Ils doivent partager la cuisine. Ouais, en général, il y a des règles différentes, mais par exemple, les foyers religieux, ça peut être avec l'obligation d'aller à la messe ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est le foyer, c'est l'idée d'une vie en communauté.
Donc avec chacun sa chambre, mais des foyers d'étudiants, il y aura par exemple une cantine ou une cuisine commune ou une salle à manger commune, des choses comme ça. C'est un mot qui aussi, ça existe aussi foyer de travailleurs par exemple. Foyer de jeunes travailleurs. D'ailleurs, on va mettre peut-être pas tous les liens, mais la plupart des liens qu'on mentionne dans cet épisode, on va les mettre sur la page de l'épisode, sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter si vous cherchez un logement. Donc, on va mettre le Crous, etc. Donc, ouais, effectivement, ça peut être il y a pas mal d'alternatives qui sont proposées pour les étudiants. Et vous pouvez aussi chercher tout simplement sur le site de votre université. Si vous avez déjà trouvé votre université pour votre échange ou sur le groupe Facebook des étudiants, souvent chaque université a son groupe Facebook, parce que ça peut être une bonne façon de trouver un logement, le bouche à oreille, autrement dit quand les gens se passent les contacts, parce que souvent il y a des colocations par exemple d'étudiants qui à la fin de l'année, si c'est des étudiants internationaux, ils rentrent dans leur pays et la colocation est vide, donc ils peuvent se passer le plan, en fait. Et ça peut être une bonne façon de récupérer l'appartement d'anciens étudiants, par exemple. Et si vous allez en France pour étudier le français, pas forcément à l'université, en général, l'Alliance française et autres institutions ont tous ils ont aussi des possibilités d'être logés dans des familles directement par eux, avec des contacts, etc. Donc, il ne faut pas hésiter de regarder sur les sites de l'université, le site de l'institution où vous allez, et voilà, de rentrer en contact même pour demander directement s'ils ont des bons plans. Alors, toi, tu n'es plus étudiante maintenant, donc tu n'as plus accès à toutes ces offres. Et tu peux nous dire, enfin moi je le sais, mais est-ce que tu peux dire aux auditeurs dans quelle ville tu as décidé de t'installer ? Donc, je suis à Toulouse. Voilà, donc Toulouse, dans le sud-ouest de la France. C'est une des 5 premières villes françaises en termes de population. Donc, ça reste beaucoup plus petit que Paris, mais c'est quand même une grande ville et donc plutôt au sud. Et pourquoi tu as choisi Toulouse ? En fait, j'avais vraiment pas du tout envie de retourner à Paris. Donc déjà, et puis en fait c'est en croisant les critères de ce qui me plaisait, ce qui plaise aussi à mon copain, parce qu'on est là tous les deux, qui est péruvien, donc il fallait que ce soit quelque chose qui corresponde un petit peu à notre mode de vie, un climat qui soit le nord de la France en général c'est un peu plus froid, puis le sud est plus proche de l'Espagne, donc par exemple ici il y a beaucoup d'hispanophones. Puis Toulouse a vraiment, je connais pas très bien, mais le peu que j'ai vu, c'est une très jolie ville et c'est une ville qui permet de bouger pas mal. Et comme moi, j'adore voyager, je sentais que j'allais pas pouvoir être sédentaire très longtemps. Donc, on peut aller à la plage, on peut aller à l'océan ou à la Méditerranée, à la montagne, jusqu'en Espagne. Et puis, il y a un aéroport international aussi. Donc voilà, tous les signaux nous dirigeaient vers cette ville. Ok. C'est vrai que les villes du Sud ont de plus en plus la cote, j'ai l'impression. Donc, avoir la cote, ça veut dire être populaire. Bon, c'est pas quelque chose fondamentalement de nouveau, mais par exemple, j'entends souvent parmi les Parisiens des personnes qui décident de quitter la capitale pour aller notamment à Marseille, qui est très à la mode depuis quelques années, alors que pendant longtemps, Marseille, c'est une ville qui avait plutôt mauvaise réputation. Et c'est vrai qu'il y a un espèce d'exode maintenant vers la province et notamment vers le sud. Donc des villes comme Marseille, Toulouse, Bordeaux sont super populaires en ce moment. Ouais, c'est sûr que j'ai pas fait dans l'originalité. Là, Toulouse, c'est une ville qui, ces dernières années, a explosé en termes de population qui s'y installe. Les prix de l'immobilier ont également augmenté. Et c'est parce que ça check à peu près tous les critères de ce que les gens recherchent en termes de vie un peu plus tranquille, mais sans non plus aller s'isoler dans la campagne. L'immobilier, pour expliquer, donc ce sont les appartements et les maisons, les logements. D'ailleurs, on n'a pas expliqué le mot logement et se loger, qui est très, très important.
Bon, je pense que là, maintenant, vous avez compris de quoi il s'agit. Donc, un logement, c'est un endroit où on peut vivre, dormir et voilà. Donc, ça peut être un appartement ou une maison. Et le verbe, c'est se loger. Oui. Ouais. Non, j'allais dire, pardon. Non. Ce qui fait une très bonne transition parce que je pense que tu l'avais. Se loger, effectivement, c'est le verbe et c'est aussi le site internet pour trouver donc un appartement, une maison, une villa, peu importe, un endroit où se loger, donc où vivre et mettre un toit sur sa tête. Donc, seloger.com. C'est le site que tu utilises en ce moment pour tes recherches? Ouais, j'utilise c'est un des sites que j'utilise. Donc, Se loger, ça, c'est un moteur de recherche en fait, où les agences immobilières, donc les agences immobilières, c'est les professionnels de ce type de recherche. Donc, c'est ceux qui font l'intermédiaire entre la personne qui a l'appartement, le propriétaire, et le locataire. Les agents immobiliers s'occupent aussi de tout ce qui est acheter ou vendre sa maison, son appartement. Donc voilà, c'est les professionnels de l'immobilier. Et donc oui, se loger, c'est ce qui est le plus utilisé en fait par ces personnes. Après, j'utilise aussi un site qui s'appelle PAP, donc de particulier à particulier, où là, ça va être exclusivement des personnes qui vendent ou qui louent leur appartement, mais sans passer par un agent immobilier. Donc là, c'est plutôt avantageux. On va expliquer après pourquoi. Et puis sinon, il y a un site que j'utilisais pas du tout quand j'ai cherché mon premier appartement. Donc ça fait quand même très longtemps. Hein, je vais même pas compter combien de temps. Mais c'est Le Bon Coin. Le Bon Coin, qui est un site qui est utilisé pour tout en fait. Maintenant, ils ont même un moteur de recherche pour trouver du travail, mais à la base, c'est plutôt pour mettre des petites annonces pour tout et n'importe quoi en fait, pour des objets, pour Donc c'est des un voitures. peu le Craigslist français. Exactement. Voilà. Donc c'est mes trois principaux, c'est seloger.com, pap.fr et leboncoin. Je sais plus, com ou fr, bon, voilà, ce site-là. Ok, on mettra aussi évidemment ces sites dans la description de l'épisode. Et oui, donc quand on dit un particulier, ça veut dire une personne privée, tout simplement. Pas une entreprise, pas une agence immobilière, mais un particulier, une personne privée. Ouais. Donc tu dis ça peut être plus avantageux de trouver une annonce directement via un particulier. Et c'est vrai que bon, ça, je pense que c'est un peu la même chose dans tous les pays, mais quand on passe par une agence, il faut payer les frais d'agence. Autrement dit, l'agence prend une commission qui peut représenter... Moi, une fois, j'étais passé par une agence à Paris et je crois que c'était 1 mois de loyer, les frais, quelque chose comme ça. Ouais, c'est 1 mois de loyer à peu près, ouais, en général. Ça peut être un peu moins. À Paris, c'était vraiment 1 mois de loyer, mais à Toulouse, j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins. Ils sont pas aussi gourmands. Où le marché est plus concurrentiel. Ouais, c'est sûr qu'à Paris, Paris. Bon, on en parlera peut-être des différences entre les différentes villes, mais Paris, c'est un monde à part quoi, pour l'immobilier. Effectivement. Mais bon, moi, je pense que ça peut valoir le coup si vraiment vous cherchez un appartement pour une durée assez longue, parce que quand vous passez par une agence, vous avez la garantie que l'appartement a quand même été un peu contrôlé, un peu vérifié, que le loyer aussi correspond à peu près à la moyenne du marché. Parce que quand vous avez affaire directement à un particulier, c'est lui qui fait sa loi, on peut dire, qui fixe ses règles. Et bon, c'est pas toujours des règles qui sont en accord avec la réglementation, avec le marché, etc. C'est vrai. Moi, l'avantage que je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que si c'est pour longtemps, de toute façon, ce qu'on donne à l'agent immobilier, on le divise par le temps. On dit, l'expression, c'est lissé.
Donc c'est lissé, ça veut dire que au final, on paye pas, disons 500 euros, on va payer seulement 5 euros par mois, 10 euros par mois, 50, voilà, ça dépend. Donc si on veut s'installer seulement pour un an, ça pèse quand même dans le budget mensuel. Par contre, si on prend un appartement pour y rester 3 ans, au bout d'un moment, c'est pas ça qui fait la différence. Après, est-ce que l'appartement sera en meilleur état ou on aura plus facilement accès à des réparations avec l'agent immobilier? Ça dépend. Je pense que ce qui est important avec les particuliers, c'est de faire confiance à son instinct, de voir quelle est la relation qu'on peut avoir avec la personne. Parce que moi, je me rappelle que mon premier appartement, finalement, quand j'ai eu des problèmes avec l'humidité, etc., c'était la personne de l'agence qui était elle voulait pas payer, elle voulait pas faire de l'entretien parce que je pense qu'elle y gagnait pas assez, alors que la propriétaire c'était une dame âgée, et elle se sentait mal face à mes situations. Oui. Donc, elle voulait m'aider, elle était très douce, etc. Donc, voilà. Ça dépend un peu le contact avec chaque personne. Et puis, il y a toujours des personnes plus ou moins honnêtes ou plus ou moins arrangeantes des deux côtés. Il y a des bons et des mauvais propriétaires, comme il y a des bons et des mauvais agents immobiliers. Exactement. Ok. Alors moi, j'ai jamais cherché d'appartement en France en dehors de Paris. Attends, je réfléchis. Non, ça m'est jamais arrivé. Est-ce que tu as remarqué des grandes différences entre la location à Toulouse et à Paris? Alors, je dirais qu'il y a 2 grandes différences, et je pense que j'aimerais bien qu'après tu nous parles de Londres, parce qu'à mon avis, il y a plus de ressemblances entre Londres et Paris qu'entre Paris et Toulouse. Et je pense que les 2 grandes différences, c'est que à Paris, il y a beaucoup plus de logements indécents, insalubres. Donc ça, en gros, ça veut dire qu'ils sont pas bien, qui sont vraiment pas bien, trop petits, trop vieux, mauvaise canalisation, etc. À Toulouse, quand même, la plupart des logements que je vois, des appartements, ont l'air ou sont bien rénovés ou de toute façon assez grands. Donc, on ne se retrouve pas face à des choses qui devraient être quasi illégales, en fait, pour vivre. Et la deuxième différence, c'est que même si là, en ce moment, Toulouse, c'est quand même très demandé. Donc, c'est assez difficile parce qu'en plein été, dans une ville où tout le monde veut s'installer, il y a quand même beaucoup de monde. Mais on n'est quand même pas sur la concurrence parisienne. À Paris, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi au niveau du Crous, mais quand tu fais des visites avec des agents immobiliers notamment, parfois, il y a une file d'attente de 30 personnes pour faire la visite. Et puis après, tu déposes un dossier et c'est qui aura le meilleur dossier. Un dossier, c'est tous les papiers qu'on doit donner pour montrer qu'on a le salaire suffisant ou quelle est notre situation. Donc après, le propriétaire peut choisir, quand il y a 30 personnes, il va choisir celui qui est le plus riche ou celui qui a telle situation plus favorable. Voilà. Et du coup, je me disais peut-être qu'à Londres, j'imagine que c'est un peu plus comme Paris. Il doit y avoir vachement de concurrence et puis il doit y avoir des logements horribles. Oui, effectivement. À Londres, en plus, nous, c'était à l'époque, on s'était donné une journée pour trouver le logement parce que donc j'y étais allé avec une amie. J'y étais allé avec une amie avec qui on devait chercher un appartement en colocation pour vivre à 4. Et on voulait le trouver forcément avant la rentrée scolaire. Donc on avait pris... mais le problème, c'est que tout le monde était en stage à cette époque. C'était entre les 2 premières années d'école de commerce. Donc tout le monde était très occupé. Donc on avait seulement pu prendre une journée de congé, donc de vacances, entre guillemets, pour aller à Londres et faire toutes les visites dans la journée et déposer notre dossier, justement. Donc on a visité, il me semble, 5 ou 6 appartements. On a été assez efficace. Et c'est vrai qu'on a vu aussi effectivement quelques apparts insalubres. Ce qui m'avait un peu amusé et choqué, c'est qu'on avait visité certains apparts dans lesquels les colocataires vivaient encore. Ils n'avaient pas encore quitté l'appartement.
Et je me souviens du bazar, pour être poli, notamment une chambre de fille où tous les vêtements étaient sur le sol, en fait. Donc, c'était le principe d'avoir une garde-robe, mais étalée sur le sol. Donc, j'avais jamais vu ça en France. Bon, j'ai pas non plus vu 150 chambres de filles. Mais voilà, c'était un peu... Alors qu'en France, souvent, je pense que quand on fait les visites, les appartements sont déjà vides. C'est assez rare qu'il y ait encore les anciens locataires. Ouais, il y a des deux en fait. Là, pour mon expérience maintenant, c'est vrai que la plupart des appartements sont disponibles de suite. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà vides, déjà nettoyés, etc. Donc, c'est vrai que on voit pas trop. Et j'en ai quand même visité là déjà à Toulouse des occupés et il y en a un justement. C'est drôle parce que il y en a un quand je suis arrivée, l'agent immobilier nous a dit désolé, il est pas encore vide, mais il était gêné parce que en fait l'appartement était en désordre. Mais bon, c'était un désordre. Franchement, c'était pas du tout tous les vêtements sur le sol ou quoi. C'était juste un garçon seul un gamer en plus parce que il avait son siège et ses écrans de gamer, donc sans vouloir être dans le cliché, c'était pas un appartement très propre, mais l'agent immobilier notamment était gêné par ça et c'était une des premières visites. Le garçon allait partir, voilà. Mais sinon, plus sérieusement, par rapport à Londres, la deuxième chose qui m'avait un peu surpris, c'était le fait que souvent, là-bas, les loyers sont donnés à la semaine. Donc voilà, si on veut savoir combien on doit payer par mois, il faut multiplier par 4,1 ou 4,2, quelque chose comme ça. Alors que c'est vrai qu'en France, les loyers sont toujours exprimés au mois. Donc c'est le montant que vous devez payer sur un mois. Et je ne sais pas si c'est une spécificité londonienne ou si c'est comme ça dans tout le Royaume-Uni, mais moi, le loyer des appartements était exprimé en semaine, en fait. Ouais, comme les salaires finalement. Nous, on est habitués à avoir le salaire en mois et du coup, on fait tout par mois. J'imagine que pour les Anglais, les Londoniens, je ne sais pas, ceux qui sont habitués à ce système, ça doit être bizarre quand ils arrivent en France et que... D'ailleurs, si on y réfléchit, c'est peut-être un peu plus logique à la semaine, parce que tous les mois n'ont pas le même nombre de jours. Donc nous, parfois, il y a des mois où on paye finalement plus à la journée ou moins à la journée. Mais c'est vrai qu'on est habitué. Donc quand tu entends, j'imagine que quand tu vois un chiffre à la semaine, ça te parle pas du tout. Tu dois dire, c'est pas beaucoup. Puis en fait, quand tu calcules... en plus, il fallait faire la conversion entre livres sterling et euros. Donc au final, c'était... On a trouvé une maison, finalement, on a eu beaucoup de chance. On a trouvé une très belle petite maison avec un jardin. C'était vraiment très cool et qui était pas loin de notre école. Mais on payait un peu plus cher qu'à Paris au final. Mais je pense qu'on avait une meilleure qualité de vie parce que voilà, la maison, chacun avait sa chambre, on avait une grande cuisine, la salle de bain, tout était très propre. Et on était tombé sur une propriétaire super sympa qui était aussi agent immobilière, mais qui louait son appartement en tant que particulier. Donc c'était super parce que du coup, le contrat était très clair, très bien fait, et on avait tous les avantages de l'agence immobilière sans avoir besoin de payer les frais d'agence. Donc ça, c'était en effet, très cool. Pas mal. Petit spoiler pour les auditeurs, si vous n'avez toujours pas fait Raconte ton histoire, dans le cours, il y a une leçon. Il y a une leçon dans laquelle Hugo nous raconte une petite anecdote dans sa maison. C'est très intéressant. J'ai pas envie de dire c'est drôle parce que c'était pas drôle pour lui sur le moment, mais quand même, c'est une histoire sympa. Donc, n'hésitez pas. Très bien. Merci pour ce placement produit qui n'était pas du tout prévu. Mais très bien. Complètement sincère. Ça, c'est du vrai professionnalisme. On apprécie. Pour revenir à cette question des loyers, donc si on compare un peu, j'ai regardé là les chiffres avant de faire l'épisode, les loyers moyens au mètre carré. Donc à Paris, en ce moment, c'est un peu plus de 30 €. Donc environ 33 € au mètre carré. Donc si vous avez 10 mètres carrés, c'est 330 €. 20 mètres carrés, 660 €. Mais en général, si vous voulez un studio,
Donc un studio, c'est un appartement avec seulement une pièce. C'est assez rare de trouver quelque chose de correct en dessous de 650-700 euros, je dirais. Donc voilà, pour Paris, on est aux alentours de 30 euros. Ensuite, la deuxième ville, donc Lyon, là, les prix sont déjà quasiment divisés par deux. On est à 17 euros. Bordeaux, c'est à peu près la même chose, 16 euros. Ensuite, il y a d'autres villes moyennes comme Nantes, Toulouse, où là, on est plutôt autour de 12-13 euros du mètre carré et 10 euros ensuite pour les plus petites villes. Donc, vous voyez, Paris, c'est 3 fois plus cher que les petites villes et 2 fois plus cher que les autres grandes villes en France. Donc, forcément, vivre à Paris, c'est une expérience très spéciale. Au niveau de l'offre culturelle, il y a vraiment des choses que vous ne pouvez pas voir ailleurs en France. Mais si vous avez un budget limité, sachez que vous pourrez faire pas mal d'économies en choisissant les autres grandes villes, que ce soit Lyon, Toulouse, Marseille, etc. Mhm. Ouais, c'est clair qu'en France, de toute façon, il y a une très très grosse différence entre Paris et le reste de la France pour beaucoup de choses en fait. C'est en train de changer parce qu'il y a de plus en plus de travail à l'extérieur, dans d'autres villes en fait que Paris. Il y a de plus en plus de musées, mais pendant très longtemps, la France a été très centralisée, mais pendant des siècles et des siècles. Donc forcément, Paris avait toute l'offre de travail, avait beaucoup d'entreprises qui étaient là-bas, les sièges des entreprises, et donc forcément aussi beaucoup de culture, donc beaucoup d'offres différentes pour la vie quotidienne. Mais c'est en train de changer. Donc, c'est vraiment le bon moment pour aller profiter de tout ce que peuvent offrir d'autres villes, tout en payant pas aussi cher et en ayant en plus des appartements qui sont quand même vraiment plus grands. Justement, la taille, j'imagine que ça fait partie de vos critères de recherche avec ton mari et toi en ce moment. Donc, vous recherchez quelle surface à peu près pour votre appartement? Alors, on cherche un T2. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. En France, on divise les appartements avec des sigles, donc des expressions qui sont F1, F2, F3, etc. ou T1, T2, T3. C'est la même chose. F ou T. F, c'est un peu plus ancien. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé, mais maintenant, pratiquement toutes les annonces... Pour se compliquer la vie. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai vu quelques annonces avec F à l'ancienne, mais bon, en gros, le numéro, c'est ça qui est important. 1, ça veut dire une pièce. Ça veut dire que c'est un studio. Avec la salle de bain, elle n'est pas comptée évidemment dans le nombre de pièces. Il y a toujours une salle de bain, voire une salle de bain et des toilettes séparées, parce qu'en France, c'est souvent comme ça. C'est pas la même chose dans tous les pays. Bref, T1, studio. T2, c'est 2 pièces. Ça veut dire en général qu'on a donc une chambre à part, une chambre fermée. Donc c'est ça que je recherche. Après, parfois, il y a des bis. Donc T1 bis. T2 bis. Le bis, ça veut dire qu'il y a un petit truc en plus. Par exemple, un grand couloir ou une espèce de séparation, mais qui n'est pas un mur entre la salle à manger et le salon. Voilà. Donc, ça permet comme ça de chercher en sachant exactement ce qu'on va trouver. Donc, un T2, ce qu'on cherche, on cherche à avoir une salle à manger et une chambre séparée. On a déjà vécu dans des studios, on avait déjà vécu dans des auberges de jeunesse, dans des hôtels. Enfin, on n'est pas du tout, on est hyper flexible par rapport à l'endroit où on vit. Mais là, comme on veut s'installer au moins pour 1 an et qu'on travaille tous les deux à distance, voilà, on cherche à avoir quand même des espaces séparés pour pouvoir bosser chacun d'un côté ou des choses comme ça. Ok. Et voilà. Et quels sont vos autres critères de recherche ? Alors, en fait, on voudrait être près du centre et meublé. Ah oui, meublé. Donc, on peut chercher meublé ou non meublé. Donc, c'est simple, je pense que le nom parle pour lui-même. Donc, comme on ne sait pas combien de temps on va rester et qu'on n'a absolument aucun meuble, on préférerait, pour commencer, avoir quelque chose qui est tout prêt.
Et voilà, franchement, c'est tout. Hein. Sinon, on est flexible. Ok. Et vous voulez Si être vous avez, dans le centre parce que c'est mieux desservi ou... En fait, au début, quand on connaissait pas la ville, on s'est dit qu'on pouvait être plus loin et puis peut-être même avoir un petit jardin et tout. Mais le centre de Toulouse est vraiment très cool, est vraiment très très sympa et pas du tout étouffant. On dirait pas une grande ville comme Paris ou Londres ou même Lyon. Ça, on dirait un petit village avec plein de petits cafés, de librairies. C'est hyper joli. Donc on s'est dit, si on va bosser à la maison toute la journée, donc on va jamais, si on est trop loin, on va jamais venir et on va pas profiter de ça. Donc en fait, on est tombé amoureux du centre-ville et donc on s'est dit quitte à payer un peu plus cher ou quitte à prendre un peu plus de temps pour trouver, on va s'installer près du centre. Oui, c'est vrai que dans une même ville, selon le quartier où on vit, on peut avoir une expérience complètement différente. Donc c'est bien, si on a la chance d'être sur place quand on fait nos recherches, c'est bien d'aller se promener un peu dans le quartier pour découvrir l'ambiance, l'atmosphère, les personnes qui y sont, voir si ça nous convient ou pas. Ça fait partie des choses importantes à vérifier, je pense, quand on fait nos recherches. Et je t'ai demandé si c'était bien desservi. Donc pour expliquer aux auditeurs, quand on dit qu'un endroit est bien desservi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de transports en commun. Des bus, tramways, peut-être le métro, que c'est facile d'accéder à cet endroit et de se déplacer à partir de cet endroit. Donc quand dans une annonce, vous voyez que l'appartement est bien placé, bien desservi, ça veut dire qu'il y a des transports en commun à proximité. Ça, c'est un critère aussi important en général. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, ça dépend aussi des villes. J'imagine que toi, à Londres, par exemple, qui est une ville immense, il fallait que tu aies un métro ou une gare pas très loin. Après, il y a des villes où c'est plus facile de marcher ou quoi, ça dépend. C'est vrai. Ouais, à Londres, on a vraiment découvert une ville qui est à une autre échelle que Paris. On a l'impression que c'est grand quand on est à Paris, mais en fait, c'est relativement petit. On peut traverser la ville du nord au sud ou de l'est à l'ouest à pied. Ça prend un certain temps, mais c'est faisable. Alors qu'à Londres, c'est clairement impossible. Et nous, on avait la chance d'être près de l'école, donc on n'avait pas besoin de prendre le bus ni le métro pour aller en cours. Mais c'est vrai que dès qu'on voulait sortir le week-end, à chaque fois, on mettait minimum 1 heure entre les bus, les métros, etc. pour aller quelque part. Ouais, c'est clair que quand justement ça m'étonne. J'ai rigolé quand tu as dit que tu étais allé à Londres tout visiter en un jour. Parce que c'est vrai que ça me paraît assez compliqué. Il y a des villes, en voyageant, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de différences de type de ville que, par exemple, à Lima, quand je suis arrivée, j'ai voulu aller du quartier où j'étais, quartier un peu touristique, jusqu'au centre, en pensant c'est sympa de marcher dans les villes et puis le centre historique, ça va sûrement être super sympa et tout. Alors déjà, ça m'a pris 3 heures, je crois, en passant dans des quartiers horribles. Donc Lima, c'est 25 fois Paris, maintenant je le sais. Et le centre historique n'est pas du tout... Il y a des églises, des choses sympas. Mais il faut connaître. Il y a des endroits qui craignent. C'est pas comme. Donc, c'est vrai que. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'un endroit craint ? Ah oui. Alors, un endroit qui craint, c'est un endroit qui est un peu dangereux. Voilà. Okay. Qui n'est pas. C'est ça, non, globalement. Ouais. Donc, c'est le verbe craindre. Craindre qui veut dire avoir peur. Et quand on dit ça craint, ça veut dire que, soit ça peut vouloir dire c'est dangereux, soit c'est aussi une expression familière pour dire c'est nul. Ça craint. C'est ringard. C'est ringard, c'est nul. Mais si là, je parle d'une... quand dans le contexte, on peut comprendre que là, je parle de dangereux. Après, c'est vrai que si, par exemple, je dis à Hugo, tu crains. Non, personne dit ça, en vrai. C'est une expression que vous pourrez peut-être trouver, mais je crois qu'en 2021, ça s'utilise plus trop. C'est plus trop utilisé, effectivement. Mais oui, c'est vrai que ça a les deux sens. Mais pour les quartiers ou les villes, ça, c'est toujours utilisé. Par contre, quand on dit, c'est un quartier qui craint, c'est un quartier qui est un peu dangereux qui est mal fréquenté. Mm-hmm. Ouais. Donc c'est toujours bien de se rendre sur place. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc, je comprends qu'il y en ait qui doivent faire le choix à distance. Toi, en Pologne, tu as
T'as eu des difficultés? Enfin, tu connaissais déjà quand tu t'es installé? Alors non, j'ai eu beaucoup de chance parce que l'ami avec qui je déménageais est polonais et c'est sa mère qui elle aussi quittait la France au même moment pour rentrer en Pologne, qui a fait les visites pour nous et qui nous a trouvé un appartement. Donc en fait, Ah oui. elle nous a envoyé les photos de 2-3 appartements différents. On a choisi celui qui nous semblait le mieux et voilà, c'était réglé. Donc non, ça a été très facile. Et après, je me suis rendu compte qu'en plus, c'était une très bonne affaire parce que quand les gens venaient chez moi et que je leur disais le loyer, ça leur semblait vraiment incroyable. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de Cool. chance. Et c'est vrai que là, on a acheté un appartement l'année dernière avec ma copine, donc on a dû faire quelques recherches. Et là, on a passé un peu plus de temps à se demander quel quartier choisir en fonction du style de vie qu'on voulait avoir, etc. Et bon, finalement, on a décidé d'acheter quelque chose dans le centre. Parce qu'à Varsovie aussi, c'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont un peu plus excentrés, donc un peu plus éloignés du centre et qui sont plus verts, plus résidentiels, plus pour les familles. Mais nous, on avait envie vraiment d'être dans le centre et de pouvoir profiter de l'offre culturelle, des cafés, des restaurants, etc. Donc, on reste dans le centre aussi pour le moment. Mais justement, par rapport à cette expérience à Varsovie, à l'époque, j'avais halluciné, donc j'avais trouvé ça très surprenant parce que j'avais pas eu besoin de montrer le moindre document pour louer cet appartement. Le propriétaire avait rien demandé, simplement de payer 1 mois de caution. Donc, la caution, c'est l'argent qu'on donne en garantie au propriétaire, qu'on paye en avance. Et voilà, à Varsovie, j'avais juste payé 1 mois de caution, mais ensuite, le propriétaire avait même pas de... On avait signé un contrat, bien sûr, mais il n'avait pas de copie de ma pièce d'identité, rien. Et c'est vrai que quand on compare à la France, ça paraît assez invraisemblable, assez hallucinant. Donc je pense que c'est une bonne transition justement pour parler de ce dossier de location. Alors ouais, toi, c'est dingue ce que tu racontes. Est-ce que tu as préparé ton dossier de location pour l'appartement? Ouais, j'ai préparé. Donc il nous faut donc déjà des papiers pour prouver un petit peu qui on est et si on est une personne sérieuse. Donc là, ils vont nous demander des factures ou un document, n'importe quel document officiel qui donne notre adresse. Ensuite, si on est locataire, en général, ils demandent des quittances de loyer. Donc, quittance de loyer, c'est un peu la facture qui prouve que tu as payé tes loyers. Hein, les loyers, c'est ce qu'on donne tous les mois pour vivre dans un appartement. Donc, là, je t'interromps. Ouais. C'est les quittances de loyer, vos précédentes quittances de loyer, en fait, pour montrer que vous avez déjà été locataire avant et que quand vous étiez locataire dans votre précédent appartement, vous payez à temps. Donc, c'est une forme de garantie pour montrer que vous êtes un ou une bonne locataire. Voilà, exactement. Donc ça, moi, j'en ai pas, puisque j'ai pas... Au Pérou, autant vous dire que j'avais pas de quittance de loyer ni de documents officiels, puisque les choses ne sont pas du tout aussi strictes et avec plein d'administratifs. Et en plus, de toute façon, en général, c'est les 3 derniers mois. Donc moi, les 3 derniers mois, j'étais en voyage... avec de la famille, dans des hôtels, donc voilà. Et puis après, il faut les justificatifs d'impôts des années précédentes. Après, il faut plein de papiers. Et donc, j'ai préparé. Je pense que ça va passer grâce à mon papa. Voilà, donc... En France, comme dans beaucoup de pays, je pense, il y a le système de garant. Un garant, c'est la personne qui signe avec toi et qui s'engage à payer pour toi si tu arrêtes de payer. Donc, quand on a un bon garant, en général, c'est quand même plus facile. Donc, mon père accepte et de me faire une lettre comme quoi je vis chez lui et que voilà, tout va bien, et accepte d'être mon garant. Donc, si j'arrête de payer, c'est lui qui paye. Voilà. Mais j'ai de la chance. Là, j'ai énormément de chance d'avoir une famille qui m'appuie parce qu'il y a d'autres personnes qui reviennent d'expatriation
qui n'ont pas forcément de famille, qui n'ont pas forcément de contact en France. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont assez stricts. C'est très difficile. Effectivement, donc si vous recherchez un appartement ou de manière générale un logement en France, passez un peu de temps à bien préparer votre dossier de location. On va mettre un lien vers un site qui vous dit exactement les pièces que vous devez avoir, les documents, les justificatifs. Mais c'est très important, surtout dans les villes concurrentielles comme à Paris. Dans ces villes-là, ce sont vraiment les propriétaires qui choisissent leurs locataires. C'est vraiment la loi de l'offre. Donc, pour mettre toutes les chances de votre côté, autrement dit, pour être le plus sûr possible de réussir, ayez votre dossier de location bien préparé avec toutes les pièces possibles. Comme vous êtes étranger, il y a peut-être des documents que vous n'aurez pas, mais l'important, c'est d'avoir un document qui justifie votre identité, de montrer que vous êtes une personne sérieuse et que vous avez les moyens de payer. Donc, on peut vous demander, souvent on vous demande d'ailleurs vos 3 derniers bulletins de salaire. Les bulletins de salaire, ce sont les documents que votre employeur vous donne chaque mois pour justifier l'argent qu'il vous a versé, le salaire qu'il vous a payé. Donc ça, c'est vraiment important. On adore la bureaucratie en France, on adore l'administratif. Donc, il faut vraiment respecter ces règles-là et bien préparer votre dossier de location. Ouais. Moi, j'ai vécu 6 mois à Séville, en Espagne. Et s'il y a des Espagnols qui nous écoutent, la France, c'est un peu comme l'Espagne. Parce que l'Espagne, il y a les mêmes problèmes et j'avais eu énormément de mal. J'avais dû payer payer à l'avance, plusieurs mois à l'avance, parce qu'ils n'acceptaient pas les documents français, qu'il leur fallait plein de justificatifs, etc. Donc, il y a toujours moyen. Bon, voilà, après, c'est la preuve qu'il y a toujours moyen, même si votre dossier n'est pas parfait. Tout ce qu'on a dit par rapport... il y a même les colocs, c'est plus facile. Alors d'ailleurs, je me permets de donner... Il y a un site qui s'appelle La Carte des colocs, qui est vraiment pas mal. Et il y a beaucoup de propositions. Et au niveau de la colocation, c'est souvent plus facile parce que parfois, ils ne demandent pas toutes les pièces justificatives. C'est un peu plus simple. Donc, une colocation, c'est tout simplement un logement que vous partagez avec d'autres personnes. Vous louez seulement une chambre et vous partagez la cuisine, la salle de bain avec d'autres locataires qui sont donc vos colocataires. Et donc ça s'appelle une colocation. Effectivement, il y a plein de sites pour trouver des colocataires. Et pour revenir à cette histoire de garant, si vous avez personne qui peut se porter caution, donc être votre garant, il y a des sites aussi qui permettent de trouver un garant, notamment via les banques. Donc, les banques peuvent se porter garante pour vous. Et voilà, là aussi, on va mettre les liens dans l'épisode, mais il y a plusieurs sites, même différentes associations aussi, qui peuvent se porter garante pour vous permettre de louer un appartement. Et puis, il y a des appartements maintenant, il y a une nouvelle loi, enfin, c'est un peu facilité là depuis quelques années. Il y a certains qui louent avec un garant et c'est l'État français qui se porte garant. Donc, même si c'est difficile, ne soyez pas désespérés, il y a plein de solutions. Et donc, justement, toi, vous avez déjà commencé à faire quelques visites. Et quand vous contactez le propriétaire ou l'agence, est-ce que tu préfères envoyer un email, tu préfères appeler? Comment tu fais en général? Alors, je préfère appeler parce que c'est très concurrentiel. Donc, je préfère avoir un contact direct, faire une visite directe. Pour te dire, hier, j'ai vu un appartement qui était plutôt bien. On hésitait un peu par rapport au quartier, puis parce que... et en final, donc je l'ai visité à 13h, j'ai rappelé à 18h et c'était déjà loué. Donc, quand on envoie un message, tu sais jamais s'ils ne te répondent pas parce que c'est déjà loué, parce qu'il y a trop de visites. Donc, aujourd'hui encore, j'ai appelé, par exemple, et on m'a dit « Désolé, on a reçu beaucoup trop d'appels, donc je ne prends plus de visites. » Donc, comme ça, on est fixé et c'est bon. Donc, après, ça dépend.
Si vous écoutez le podcast, normalement, vous avez un bon niveau de français. Donc, appelez, parlez avec la personne directement, demandez les conditions, expliquez votre situation aussi, parce que s'ils vous disent direct, on prend que ceux qui ont 4 fois qui ont un salaire de 4 fois le loyer. Normalement, c'est 3 en général, mais si jamais ils sont encore plus exigeants, voilà, vous pouvez savoir que ça sert à rien. Effectivement, ouais, on n'a pas encore parlé de ça, mais ça peut faire partie des conditions. On vous demande de justifier que vous gagnez 4 fois le loyer pour être sûr que vous êtes capable de payer et que vous paierez à temps. Donc effectivement, c'est mieux d'appeler pour obtenir des renseignements, pour avoir des réponses plus rapides. Donc si vous appelez, vous pouvez dire « Bonjour, j'ai vu l'annonce pour l'appartement sur le site seloger.com. Je suis très intéressé. Est-ce qu'il serait possible de le visiter ?» Et voilà, ensuite, vous pouvez demander quand, les conditions, etc. Peut-être qu'on écrira un mini-script et qu'on pourra mettre ça sur la page de l'épisode pour vous aider, juste voilà, pour vous donner un peu confiance, parce que c'est vrai que souvent, c'est le premier pas qui est le plus difficile. Mais si vous avez déjà un script que vous avez un peu mémorisé, vous serez moins timide. Donc on va faire ça, je pense. On va rédiger un petit script. Bonne idée. Alors, donc ensuite, pendant les visites, est-ce que tu penses qu'il y a des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention ? Après, chacun ses critères, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à poser le plus de questions possible par rapport aux conditions. Alors, on n'a pas parlé des charges. Donc souvent, c'est écrit le loyer, donc le prix mensuel, avec charges comprises. Donc, charges comprises, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et donc, il ne faut pas hésiter à demander, est-ce que le chauffage est compris, par exemple ? Est-ce que en général, c'est ça vraiment. Comment ça se passe pour l'eau chaude ? S'il y a encore des locataires, pas hésiter à demander combien ils payent d'électricité à peu près, parce que les logements peuvent être plus ou moins, peuvent consommer plus ou moins. Après, qu'est-ce qu'il faut voir ? Franchement, l'état général de l'appartement. Alors à Paris, je sais qu'il y a beaucoup d'appartements qui sont faussement refaits à neuf. Donc refait à neuf, ça veut dire que tout a été refait, qu'il y a une nouvelle cuisine, voilà, rénovée. À Paris, souvent, en fait, ils ont passé un coup de peinture et donc il faut bien observer, voir si ça a l'air d'être bien fait ou pas, parce qu'après, ça peut vite y avoir des problèmes. Quoi d'autre ? L'orientation. Ouais, l'orientation au niveau de la luminosité. Donc, il y a l'état de l'appartement qui est important, mais aussi l'état de l'immeuble en général. Vous pouvez regarder dans la cage d'escalier, est-ce que c'est propre ? Le niveau sonore, donc vous pouvez, si les fenêtres sont fermées, vous pouvez ouvrir les fenêtres pour voir si c'est bruyant, par exemple. Demandez s'il y a du double vitrage aussi. Le double vitrage, c'est des fenêtres qui sont doubles et c'est très utilisé, c'est très bien pour l'énergie, pour pas consommer beaucoup de chauffage et aussi pour le bruit. Et c'est vrai que dans tous les pays, on n'a pas ces problèmes-là de froid et de bruit, donc c'est bien. Effectivement. Donc oui, vous pouvez demander à ouvrir les fenêtres, ouvrir les robinets aussi, voir si tout fonctionne bien. Et pas hésiter à poser des questions à l'agent ou au propriétaire qui fait la visite pour montrer que vous êtes intéressé, que vous voyez déjà dans l'appartement et pour essayer de faire bonne impression de manière générale. Ouais. Donc oui, cette histoire des charges, c'est important. Et d'ailleurs, parfois dans les annonces, vous pouvez voir le loyer, donc 700 € CC. Donc là, c'est ce que tu as dit, c'est l'abréviation en fait pour charges comprises. Donc si vous voyez le loyer 700 € CC, ça veut dire charges comprises, que les charges sont incluses dans ce montant. Mais effectivement, c'est important de demander exactement ce qu'ils entendent par charge, parce que voilà, tout le monde n'a pas toujours la même définition. Donc les charges, ça peut être les charges courantes, l'eau, l'électricité, le gaz, mais en plus de ça, ensuite, il vous faudra payer l'assurance habitation. C'est à la charge du propriétaire d'assurer le logement.
Normalement, il est déjà assuré par le propriétaire, mais le locataire doit aussi prendre sa propre assurance. Il y a la taxe d'habitation. Ça, c'est une taxe qu'on paye chaque année en fonction de la surface de son logement. Mais je crois qu'il y a une loi qui fait que maintenant, de plus en plus de personnes sont exonérées. Donc en fait, à moins que vous ayez un salaire vraiment très élevé, normalement, vous n'aurez plus à payer la taxe d'habitation maintenant. Donc voilà, ça concerne vraiment les hauts salaires. Mais d'ailleurs, quand vous devez payer des choses en plus, n'hésitez pas à revérifier, hein, parce que parfois, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir même des propriétaires qui, innocemment ou pas, se trompent. Donc, n'hésitez pas quand vous voyez qu'il y a des charges en plus, des choses en plus, même une fois que vous vivez déjà dans l'appartement, à revérifier, chercher sur Internet, demander à des personnes qui savent. Ok. Et donc, quand vous avez trouvé le logement de vos rêves, et si le propriétaire est d'accord pour vous le louer, qu'il a accepté votre candidature, vous allez signer un bail de location. Un bail de location, c'est tout simplement un contrat de location. Donc, systématiquement, quand vous louez quelque chose, vous devez commencer par signer un contrat. Si le propriétaire vous dit qu'il ne veut pas signer de contrat, ça doit être vraiment un signal pour vous que ce n'est pas une bonne idée et que vous allez sûrement avoir des problèmes. Donc, ne louez rien s'il n'y a pas de contrat avec le propriétaire ou s'il n'y a pas de bail de location, comme on dit. Et donc, dans ce bail de location, vous allez avoir les différentes conditions, le montant du loyer, des charges, etc. Normalement, si le logement est vide, donc si le logement est non meublé, la durée du bail, c'est de 3 ans et renouvelable indéfiniment. Donc, ça veut dire que tant que vous et le propriétaire êtes d'accord, vous pouvez continuer à renouveler ce contrat pour rester dans ce logement tous les 3 ans. Par contre, si c'est un logement meublé, là, le bail est d'1 an. C'est un peu plus court. Donc, c'est 1 an renouvelable. Donc, voilà, chaque année, le bail se renouvelle. Mais bien sûr, si vous voulez quitter le logement avant la fin de votre bail, c'est possible. Le bail, en fait, il est plutôt là pour protéger les locataires. Ça veut dire que le propriétaire, normalement, ne peut pas vous mettre à la porte avant la fin du bail, mais vous pouvez partir. Donc, j'ai regardé les durées légales pour ça. C'est ce qu'on appelle le préavis. Le préavis, c'est la période pendant laquelle vous devez notifier votre propriétaire de votre départ. C'est pareil si vous voulez quitter une entreprise, par exemple. Souvent, les salariés ont un préavis d'1 mois ou de 3 mois. Ça veut dire qu'ils doivent dire à leur employeur 3 mois avant de partir qu'ils veulent quitter leur poste. Donc, le préavis pour les logements vides, c'est 3 mois. Donc, si vous louez un appartement non meublé et que vous voulez partir avant la fin de votre bail, vous avez 3 mois vous devez le dire à votre propriétaire 3 mois avant de partir. Si c'est un logement meublé, c'est 1 mois. Et dans certains cas particuliers aussi, pour des logements non meublés, il y a des préavis réduits, donc des préavis d'1 mois, là aussi. Donc, toi, Ingrid, si tu as bien suivi, comme tu vas louer un appartement meublé, ton préavis sera de... 1 mois. 1 mois, exactement. Très bien. Gagné. Voilà. Ouais. Donc voilà, si vous voyez ce mot, le préavis, dans le contrat de location, ça veut dire la durée de notification. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est une spécificité, je pense. Après, il y a des pays, je disais l'Espagne, je crois que ça ressemble un petit peu. Mais par exemple, au Pérou, c'était des contrats d'1 an, du temps qu'on veut, c'était pas réglementé. Et après, par contre, si on voulait partir avant, il fallait négocier ou fallait payer une partie. Enfin, c'était pas. La France est quand même très protectrice avec les locataires. Donc, a priori, on est quand même bien quand on loue par rapport au contrat. C'est vrai, effectivement, les locataires sont plutôt bien protégés grâce à ce contrat de location. Une fois que vous allez signer le contrat, la dernière étape, c'est d'emménager, de vous installer dans l'appartement. Et en emménageant, vous allez faire ce qu'on appelle l'état des lieux d'entrée. Autrement dit, vous allez inspecter l'appartement avec le propriétaire ou avec l'agent immobilier.
Et vous allez noter toutes les choses qui sont peut-être cassées, s'il y a des traces sur les murs, etc., pour avoir un document sur lequel tous les problèmes qu'il y a dans l'appartement seront listés. Et en fait, en faisant ça, c'est une forme de garantie de protection pour vous. Comme ça, quand vous allez partir, le propriétaire ne pourra pas dire que c'est vous qui avez, cassé une fenêtre. Non, la fenêtre était déjà cassée avant et vous en avez la preuve dans l'état des lieux. Donc ça, c'est quelque chose d'important, de faire l'état des lieux de manière assez consciencieuse. En général, le propriétaire ou l'agent immobilier va essayer de faire ça de manière un peu rapide parce que pour eux, il n'y a pas vraiment, j'ai toujours le mot anglais qui me vient, mais il n'y a pas vraiment d'incentive à faire ça de manière détaillée. C'est vous qui devez insister pour faire cet état des lieux le mieux possible, de la manière la plus complète possible. Ouais, carrément. Il faut. Après, c'est bien que tu me le dises, même à moi, parce que j'aurais tendance à être tellement contente de rentrer dans l'appartement que c'est bon, mais c'est vrai que c'est mieux de toujours faire attention et d'assurer ses arrières. Assurer ses arrières, ça veut dire se protéger et prendre des précautions au cas où il se passe quelque chose. Très bien. Et justement, ensuite, en partant, vous allez faire à nouveau l'état des lieux, mais cette fois, ce sera l'état des lieux sortant ou l'état des lieux de sortie, encore une fois avec le propriétaire ou l'agent immobilier pour voir s'il y a eu des dégradations dans le logement. Et là, ce sera à vous de payer, ou alors le propriétaire pourra décider de garder une partie de la caution, justement, pour payer les réparations des choses que vous aurez abîmées ou endommagées. Ouais. Et sur ça, moi, je recommanderais, mais après, ça, c'est la même chose dans tous les pays, j'imagine, de ne pas hésiter à, avant de faire l'état des lieux de sortie, c'est-à-dire pendant toute la durée où vous vivez dans l'appartement, à contacter l'agent immobilier ou le propriétaire quand il y a des petites choses à réparer. Ça évite d'avoir à la fin des grosses surprises et d'avoir toute la caution qui est gardée par le propriétaire. Voilà, je pense qu'on a fait un épisode assez exhaustif. C'était long, désolé. C'était assez long, plus long qu'on ne l'avait prévu, mais je pense qu'on n'a rien oublié d'important. En tout cas, encore une fois, je vous invite à aller voir la page de l'épisode pour retrouver tous les liens, toutes les informations. On mettra des liens notamment vers des sites qui précise les différentes étapes, les différentes pièces justificatives du dossier de location, tous ces trucs-là. On espère que vous trouverez cet épisode utile, surtout si vous avez pour projet de vous installer en France dans un futur proche. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de ce format. Voilà, c'est une conversation un peu plus informelle. Moi, j'ai pas fait d'efforts. Bon, peut-être si. J'ai fait quelques efforts pour adapter ma façon de parler pour que ce soit toujours compréhensible, mais globalement, on a quand même parlé de manière assez naturelle, je pense. Oui, on a expliqué les mots, mais sinon, on a parlé à peu près normalement, je pense. Voilà. Donc, dites-nous si vous appréciez ce genre d'épisode. On pourra en faire d'autres sur d'autres thèmes. Et dites-nous si vous êtes allé jusqu'au bout, si on n'a pas trop parlé. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, écrivez dans les commentaires le mot pigeon. Voilà. Comme ça, on verra que vous avez bien écouté l'épisode jusqu'à la fin. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode du podcast. Salut! Ah oui, salut, à bientôt!